Mais alors c'est là où votre enquête a été difficile, c'est parce qu'en fait on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Bourmont nomme une commission des finances le premier jour, Ouais, ouais. à laquelle on doit remettre en principe les clés du trésor. Elle est chargée d'estimer ce trésor. Il y a 3 commissaires qui d'ailleurs vont s'en mettre plein les poches, mais ça n'empêche pas dès le premier jour, le pillage, on ne sait pas très bien ce que ça devient, qui vole qui vole quoi, qui met dans ses poches ce trésor, Pierre Péan. Alors, déjà, la rumeur arrive très rapidement à Paris. C'est un des généraux qui s'appelle Loverdo, qui écrit d'abord à sa femme, puis qui écrit à Polignac, comme quoi il y a des choses abominables qui sont en train de le chef du gouvernement, oui. qui sont en train de se passer. Et puis, donc, il y a donc un changement de régime très rapidement. Louis-Philippe prend le pouvoir et veut savoir si ces rumeurs... Alors, on y reviendra, mais justement, changement... Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la coïncidence entre la prise d'Alger et la chute du régime de Charles X. Parce que Charles X apprend avec du retard, au mois de juillet, que le 5 juillet, Bourmont s'est emparé d'Alger, mais à ce moment-là même, au lieu de... il cherche à se servir de cette victoire, d'abord, pour redorer son blason, c'est ce que vous disiez, mais en même temps, tout le monde s'en fout complètement à Paris de ce qui se passe à Alger. On s'en est toujours foutu. Je veux dire, la prise d'Alger, il faut bien s'imaginer qu'il y a une grave crise politique et on peut parler d'Alger comme on veut. Ce qui intéresse, c'est ce qui se passe à Paris, ce qui se passe en France. Donc, pour revenir au trésor, donc il ne servira effectivement à rien, même si, puisque l'objet c'était donc de corrompre, cet argent ne servira pas à corrompre, puisque au fond, très rapidement, compte tenu des délais de communication, très rapidement, quand on sait, il est évidemment déjà trop tard. Ah, effectivement, le 27 juillet commence la première des 3 glorieuses, les 3 jours pendant lesquels Charles X est renversé, il s'enfuit, il est remplacé par Louis-Philippe, une révolution que Bourmont apprend à Alger avec quelques jours de retard. Vous savez ce qui se passe à Paris? Le peuple sur les barricades, des centaines de morts. Oui. On m'a dit que le roi s'était réfugié en Angleterre. C'est exact. Ce matin, j'ai reçu une lettre de notre nouveau ministre de la guerre, le général Gérard. On m'informe aujourd'hui que je serai remplacé ici par le général Clausel. C'est une infamie. Nouveau gouvernement, nouveau ministre de la guerre, nouveau commandant en chef. Rentrez donc en France, Roy. Laissez votre général s'exiler en Espagne. J'espère que nous nous reverrons un jour. Au revoir, mon général. Et dans ce coffre, mon général? On m'accusera d'emmener un trésor avec moi, ce qui est vrai. Mais vous ne le verrez pas. Alors ce trésor d'Alger, finalement, qu'est-ce qu'il est devenu? Avant de parler de votre enquête, Pierre Péan, vous citez vous-même 2 personnages qui ont recherché l'endroit dans quelle poche était passé cet énorme trésor. D'abord un personnage un peu douteux qui s'appelle Flandin. Donc Flandin... ça c'est à l'époque. Hein, alors il y a Clausel est nommé donc en remplaçant de Bourmont et immédiatement crée une commission d'enquête pour savoir, en fait, pour vérifier les rumeurs. Où est passé cet argent? Est-ce qu'il y en avait beaucoup plus? Il nomme une commission d'enquête et un rapporteur qui s'appelle Flandin, qui, pour être clair, est un emmerdeur. Mais c'est vraiment le plus efficace. Il se met au travail et trouve tout de suite, effectivement, des traces que l'argent, l'or et l'argent qu'il y avait dans la Casbah étaient beaucoup plus importants que ce qu'on dit à Paris. Et il en trouve les traces, il trouve que des militaires ont transporté beaucoup de caisses d'or, non vers le port, mais vers les collines. Il trouve plein d'éléments. Mais il n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout, parce que tout simplement, au bout d'une dizaine de jours, la commission d'enquête est arrêtée. Mais ce Flandin, qui est quand même qui est un tenace, qui est un coriace, qui est un personnage bizarre, plus ou moins maître chanteur aussi, n'arrêtera jamais, lui, d'enquêter et voudra que la vérité éclate. Et pendant 22 ans, il va emmerder tout le monde, tous les gouvernements. Et effectivement, il fait des dossiers dont je me suis inspiré et qui montrent effectivement, en tout cas, il chiffre au minimum à 3 fois ce qu'on déclare, qu'il y avait au moins 3 fois.
Donc ça, là, c'est une chose. Et puis, pendant très longtemps, on n'entend plus parler du tout de cette enquête parce que il a été étouffé complètement. Il faudra attendre 1954 qu'un professeur d'université d'Alger, Marcel Émérite, reprenne l'histoire et retrouve des documents qui dormaient dans les archives nationales, et notamment un rapport de la préfecture de police du préfet Pietri, et qui raconte qu'il y a bien eu des détournements, et donc c'est au minimum donc 3 fois plus. Il reprend le truc de Flandin, et donc il fait une déclaration, mais 1954 c'est pas une bonne année pour parler de l'Algérie, puisque c'est le début de la guerre d'Algérie. Donc ça va encore s'enterrer. Et lui était, il faut le rappeler, pour l'indépendance de l'Algérie. Et il était pour l'indépendance d'Algérie. Enfin, mal vu par ses collègues d'Alger. Mal vu par tout le monde, oui. Alors, vous avez repris en quelque sorte la succession d'Emery, et j'aimerais savoir quelles sont vos conclusions. La moitié de votre livre, c'est là-dessus, au fond, où est passé cet argent. Alors, je voudrais qu'on prenne un par un ceux qui en ont bénéficié. D'abord, vous dites l'État français, ce qui peut paraître naturel. Alors, je précise donc juste avant que j'ai trouvé des nouvelles sources, toutes nouvelles sources, et notamment en Angleterre, par le fameux consul St. John, le consul d'Angleterre, qui était l'ami du Lait. Et donc là, j'ai trouvé énormément de dossiers, puis d'autres. Alors, quels sont ceux qui en ont bénéficié? D'abord, les militaires, pour des raisons strictement personnelles. Je pense à Denier, qui avait des dettes énormes avant de partir en Algérie, qui non seulement les a remboursées, mais s'est financé un hôtel particulier, un train de vie absolument incroyable. Donc, voilà, il y a un certain nombre de militaires qui s'en sont mis dans les poches comme ça. Et puis, il y a Bourmont, justement parmi eux. Bourmont fait partie de cela, mais dans ce que moi j'ai trouvé, Bourmont s'est servi pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il y avait été pour des raisons politiques, pour la défense de Charles X, eh bien, il va se servir de cet argent pour monter les conspirations en 1832 pour faire tomber Louis-Philippe. Et ça, j'ai trouvé la trace de l'or qui venait d'Alger. Ça, c'est le deuxième. Le troisième personnage... Pour financer aussi, dites-vous, pour ce qui concerne Bourmont, plus tard, en 1834, une conspiration en Espagne, la conspiration carliste. Mais celle-là, elle est une conspiration carliste, mais l'essentiel de l'argent que j'ai pu trouver au niveau du financement politique, c'était 1832, donc la révolte dite de la duchesse de Berry. Ensuite, il y a Louis-Philippe, qui vient d'arriver au pouvoir. Qui vient d'arriver au pouvoir et qui s'en est pris probablement la plus grosse partie. Probablement, donc, 2 fois ce qui est arrivé officiellement dans le trésor de la France. Et pourquoi? Pour des raisons politiques? Tout simplement pour sa poche, pour ses poches. Enfin, il y a aussi plein de gens, qui ont fait du commerce, etc. Mais le quatrième pôle, c'est surtout la maison Sellière, qui a gagné beaucoup d'argent de cette affaire. La première partie, c'est tout à fait normal, puisqu'ils ont fait un de gré à gré avec le ministère de la Guerre, ont tout à fait bien honoré leur contrat. Ils ont été payés pour avoir transporté mais leur position était absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils avaient 357 bateaux privés à eux. Donc si les gens voulaient piquer de l'argent, il fallait bien qu'ils transportent. Et par qui transporter? Par ces bateaux. Donc avec ces bateaux, il fallait payer des commissions. Donc ils ont pour le blanchiment, pour le transport, il y avait le maison Sellière. Mais aussi ils étaient banquiers parce que c'était une maison banque. Donc ils ont échangé de l'or pris par les militaires, par les uns, par les autres, contre des lettres de change. Il est plus facile d'arriver dans un port avec une lettre de change qu'avec des valises pleines d'or. Donc troisième raison, ils étaient aussi en position de monopole pour acheter tout ce qui a été piqué, parce qu'il y a eu l'or, l'argent, mais il y a aussi les canons, les marchandises et tout. Et donc ils ont eu toute cette activité de blanchiment, comme on dit aujourd'hui. Eh bien ils ont pu le faire, et donc ils ont gagné beaucoup d'argent. Ce qui est de marrant, Pierre Péan, c'est que vous avez été voir évidemment les descendants de tous ces gens-là, notamment le baron Sellière. Oui. Alors il vous a accueilli, je crois, très gentiment. Tout à fait gentiment, et même en partant, il m'a dit, si vous trouvez des traces du trésor, vous me faites signe. Pourquoi? Mais cela dit, ces gens ont fait fortune, au fond, grâce à cette conquête de l'Algérie. Il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune. Je considère que la maison Sellière est à l'origine, donc, c'est la conquête d'Alger, le développement, l'éclatement de sa fortune. Mais il y a aussi, je pense que le pourboire à celui qui concrètement était sur le terrain était un certain Adolphe Schneid, en paiement de ça, et c'était les forges du Creusot qui ont été financées par la maison Sellière. Donc c'est-à-dire par la régence d'Alger, par le Dey, par le Trésor. L'évolution de la sidérurgie française a été largement financée par l'or d'Alger. Pierre Péan, c'est quand même extraordinaire, parce que ça, très franchement, j'en ai jamais entendu parler. Moi, c'était toujours le fameux
soufflet. Qui a existé aussi. Il existait, hein, les intérêts de... C'est vraiment le dernier tabou, au fond, sur la guerre d'Algérie. On dit toujours qu'il y a des tabous. Or, aujourd'hui, on parle quand même, on sait pratiquement tout, beaucoup de choses sur la guerre, sur la torture. Mais sur ce qui s'est passé à l'origine, on n'en sait rien. Ce fameux trésor, moi, c'est la première fois que j'en entends parler, Pierre Péan. C'est le dernier tabou. Je crois que le tabou était dû tout simplement au fait que le dire pendant plus de 100 ans, c'était tout simplement ternir l'armée française et le discours ambiant qui était l'œuvre de civilisation de la France. Et faire un hold-up et la civilisation, c'est pas tout à fait conciliable. Et je pense que c'est ça la vraie raison. Et puis je ne sais pas pour quelle raison les chercheurs, les historiens n'ont pas été voir dans certaines sources qui sont totalement accessibles, notamment celle de Londres. Merci Pierre Péan. Main basse sur Alger, enquête sur un pillage, c'est le titre de votre livre qui a été édité chez Plomb. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Les Chevaux du Soleil de François Villiers, d'après le roman de Jules Roy, une saga familiale qui retrace l'histoire des Français en Algérie depuis 1830. C'était 2000 ans d'histoire avec Pierre Péan, mais aussi dans les coulisses, Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Destacan, Claire Tesser, Violaine Ballet et Anne Comilac à la réalisation.